Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un troisième épisode consacré aux rencontres du ciel et de l'espace à Paris qui se passait donc à la Porte de la Villette. Énormément de stands, d'exposants, de produits nouveaux à vous présenter. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tout répartir en 3 épisodes pour vous proposer quelque chose de plus digeste. Donc je vous propose aujourd'hui de voir la suite des différents stands, des exposants, des produits. Vous allez voir, il y a vraiment plein de choses passionnantes et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Ok, nous sommes maintenant au stand Nomade Aventure, donc une entreprise qui vous propose des voyages sur le thème de l'espace et l'astronomie. Bonjour Léonie. Bonjour. Donc Nomade Aventure, qu'est-ce que vous proposez comme, Alors nous on propose toute une gamme de voyages spécialisés dans l'astronomie et l'espace. On a un voyagiste qui a 50 ans d'existence. On fait principalement de la randonnée et du trek, mais on propose aussi du coup cette gamme qui associe randonnée, astronomie et découverte. Donc on propose des voyages dans le désert, par exemple dans le Sahara, en Mauritanie, Algérie. Donc vous marchez la journée, le soir vous êtes accompagné par un astronome pendant toute la durée du voyage et le soir vous observez les étoiles. Dans le désert, c'est quand même le meilleur endroit pour observer les étoiles. Alors la question que les gens vont tout de suite poser, c'est est-ce qu'on peut venir avec carrément son propre télescope? Non, parce qu'il y a des pays par exemple comme l'Algérie où c'est interdit. C'est interdit Voilà. Oui. Pour des raisons de sécurité, les instruments d'optique sont interdits d'entrer dans certains pays. C'est ça. Et ça reste des voyages en itinérance. Si jamais un jour, je profite de la parenthèse, si jamais un jour vous voulez aller observer une éclipse de soleil, machin, etc. dans certains pays, renseignez-vous, c'est pas toujours possible de rentrer avec un télescope. Tout à fait. Ça c'est vrai. Et du coup, nous on a le matériel sur place déjà. Et c'est des voyages en itinérance, donc avec de la marche toute la journée, donc c'est quand même lourd à transporter parfois aussi. Il n'y a pas une logistique en parallèle qui amène les télescopes? On a une logistique évidemment, donc vous avez votre sac à dos pour la journée sur le dos, mais tous les gros bagages sont en portage. Donc soit avec dos de chameau, âne. D'accord. On a une équipe avec vous sur la logistique. Donc Mauritanie, Algérie, etc. en Afrique, mais il y a d'autres pays dans le monde et d'autres zones aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est des voyages qui sont accompagnés par Marc Buonomo, qui est un astronome. On a d'autres voyages qui sont accompagnés par Stéphane Ratter, au Népal notamment, ou à Tenerife. Donc là, le Népal, ça va être de la randonnée un peu plus. Voilà, c'est pas pour les débutants là. C'est pas pour les débutants. Là, il faut avoir un certain niveau. Tenerife, on va être sur du dynamique, mais ça reste accessible quand même. Comme le désert d'ailleurs, ça reste accessible. Globalement, on marche combien de kilomètres par jour? Je vais plutôt vous parler en durée parce que ça va dépendre de l'avancée des gens, mais on va être à 4 à 6 heures de marche par jour. D'accord. Voilà. Mais dans des paysages somptueux, donc on n'est pas triste de marcher pour ça. On n'est pas triste de marcher pour ça, c'est ça. Ok. Donc observation du ciel et aussi peut-être des découvertes d'observatoires ou de sites intéressants aussi. C'est ça, par exemple, on en a en Mongolie par exemple aussi, où vous allez aller dans un campement qui est un peu spécialisé dans l'astronomie aussi, donc on va vous proposer un autre télescope qui ne sera pas celui qui est avec vous pendant tout le reste du voyage. Un instrument qui est déjà sur place, Voilà. Okay. Et sinon, on propose aussi des produits vraiment plus espace, donc ça va être... un voyage sur la Lune, non? Pas sur la Lune, pas encore. Par contre, vous pouvez aller regarder le décollage des fusées aux États-Unis. Ça, vous organisez ça? On organise ça aussi, oui. Ah, ça c'est sympa. Ça, c'est sympa. Donc il y a Orlando. Orlando, le Air and Space Museum, en tout cas celui déjà qui est à Cap Canaveral. C'est ça. Et peut-être aussi celui de Washington DC, non? Peut-être. Non, peut-être. Peut-être. D'accord, donc ça vaut quand même le coup parce qu'un décollage SLS ou Starship, là, le dernier retour de Starship, c'était quand même hallucinant. Voilà, exactement. Ok. Comment on vous trouve sur Internet? Alors vous pouvez aller sur le site de Nomade Aventure et dans la thématique, vous allez avoir la possibilité de trier et d'avoir que les voyages spécialisés dans l'astronomie et l'espace qui s'affichent. Merci beaucoup Léonie. Je vous en prie. Donc le lien se trouve dans la description. Merci. Et si jamais vous faites le voyage, dites-nous un peu ce que vous en avez pensé, mais je pense que les gens reviennent heureux. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Merci. On a des super conseillers. Ok, nous sommes ici au stand des observatoires, des baronnies provençales et de Barcelonnette avec Anaël.
Eh ben ouais, c'est moi Naël. Voilà. Je représente l'Observatoire en tant qu'astrophysicien à la base. Je fais de la recherche dans le domaine des exoplanètes. Et aujourd'hui à l'Observatoire, on fait de la formation, de l'animation tout public. Et depuis tout récemment, effectivement, à l'Observatoire de Barcelonnette en plus, avec notre collègue Johan Archambault, qui accueille du public également toute l'année maintenant. Alors expliquez, l'Observatoire des Baronnies provençales est un observatoire qui existe depuis un paquet d'années, avec un matériel professionnel et de l'hébergement de télescopes professionnels, peut-être quelques hébergements de télescopes amateurs. Absolument. Voilà, possibilité d'hébergement et puis des séminaires de formation aussi. Absolument. Alors l'idée c'est qu'on peut venir d'une journée jusqu'à une semaine pour se former, et pour ceux qui ont des télescopes, on a des emplacements fixes. Et on a des emplacements où on peut venir utiliser son propre télescope à l'année. On a comme ça par exemple un monsieur belge qui vient avec son 1,14 m. Alors attention, voilà, du coup il est hébergé à l'observatoire et il vient l'utiliser de temps en temps. Et donc là, carrément avec une dalle là. Exactement, exactement. On a sinon, dans certains cas, vous avez des colonnes avec directement la platine Q6 ou quelque chose du genre. Les platines, pour l'instant, elles ne sont pas comme ça, non. On a des plateformes bétonnées qui sont faites pour accueillir les télescopes, souvent sur trépied. Donc on vient avec son trépied. Exactement. Peut-être un jour, il y aura effectivement ce genre de monture déjà faite. Okay. En tout cas, sinon, c'est effectivement sur colonne, dans les abris fixes, contrôlables à distance, robotisés, ça c'est clair. Les séminaires de formation avec les étoiles, il y a un truc un peu comme ça. Ce sont des séminaires de formation qui ont quand même une caractéristique particulière là-dessus parce qu'il y a un label. Oui, on est formateur pour l'Association française d'astronomie, on est école d'astronomie et station de nuit, et en fait, lors des stages d'immersion, nous ce qu'on appelle stage d'immersion, c'est vous venez passer étoile 1, 2, 3 en une semaine. Allez, vous arrivez le dimanche soir et vous repartez le samedi midi, et au milieu de tout ça, on a fait le déroulé des étoiles, et on fait un peu de ce qu'on sait faire nous, un peu de sciences participatives, photométrie ou spectrométrie parfois. Et aussi, on parle de météorites, on parle d'autres petits sujets. Voilà. Alors, quel est l'intérêt? Alors, quelqu'un qui voudrait devenir vulgarisateur scientifique, oui, on pourrait comprendre de façon très très logique de passer effectivement par votre séminaire, mais ensuite, c'est ouvert à des amateurs qui n'ont pas forcément cet objectif après derrière. Complètement, complètement. D'ailleurs, ce dont je parle là, l'immersion 1, 2, 3, c'est vraiment souvent des gens qui en fait, veulent se lancer. Et ils ont des notions, mais ils n'ont pas de télescope, ou alors ils ont un télescope, mais ils veulent revenir aux bases, voilà, et utiliser leur télescope aussi dans un bon ciel. Voilà. Et puis après, s'il y a des projets d'animation astronomique, parce que c'est un peu notre dada, on aimerait que l'astrotourisme se développe à fond. À ce moment-là, la formation se transforme en formation animateur professionnel. Et il y a du coaching, il y a un petit peu de pédagogie. On vient rajouter effectivement des éléments de montage de projet, voilà, comme on sait faire. Et peut-être même un jour pouvoir accueillir même des étudiants de formation initiale. Ok, donc ça c'est pour les baronnies provençales. Oui. Rappelons où ça se situe à peu près, la plus grosse ville à côté. Ouais, ça va être entre Nyons et Serres, et Gap sinon, ou Sisteron. Voilà, on est dans les Alpes un peu du sud quand même. C'est ça, Alpes du Sud, et puis c'est une vallée qui est passante pour aller vers les Hautes-Alpes et les altitudes hautes des Hautes-Alpes, notamment du côté de Saint-Véran qui est finalement très connu. Mais c'est exactement à l'opposé des Hautes-Alpes, voilà, au sud-ouest des Hautes-Alpes. Voilà, l'Observatoire Barcelonnette. Alors lui, c'est sur la commune de Barcelonnette, et du coup c'est à la frontière Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence. Et là, du coup, c'est la risque du Mercantour, évidemment. Donc ça c'est important. Ciel exceptionnel. Voilà, exactement. Et donc du coup là-bas, la petite spécificité, c'est qu'il y a une magnifique lunette du début du XXe siècle, la lunette du Père Jossé, qui a été réhabilitée. Et voilà, donc on peut faire des immersions avec cette lunette-là. Ok. Donc il y a aussi des possibilités d'hébergement, accueil, etc. Absolument. Il y a un centre, alors c'est pas à l'observatoire même, mais c'est vraiment juste en dessous, à une 50aine de mètres. Il y a un grand centre d'accueil qui s'appelle Céolane, et donc on peut venir
et dire ok, on va passer une nuit, on peut rester là au centre et avoir les immersions au-dessus. C'est accessible en voiture ou c'est accessible en voiture, okay. Absolument. Parce qu'on parle de Saint-Véran, ouais, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai. Non, c'est sur la commune de Barcelonnette. Donc on peut y aller en voiture. Et donc on peut l'envoyer en voiture. Et on est dans le ciel du Mercantour, donc avec une commune donc, qui va éteindre ses éclairages, etc. et qui va respecter. Absolument. C'est une des réserves de ciel étoilé quand même, le Mercantour. Ouais. D'accord. Et donc là-dessus, effectivement, vous faites de l'accueil un petit peu. Par contre, vous ne faites pas d'hébergement de télescope. Non. Il n'y a pas d'hébergement de télescope sur le site de Barcelonnette. Mais qui sait, peut-être un jour, je ne sais pas. Non, pour l'instant, c'est vraiment un centre pour le tourisme, et il y a aussi même d'ailleurs de tourisme de pleine nature, puisqu'il y a un petit circuit biodiversité. Et pour l'accueil du public, la journée, le soir, il y a un petit planétarium aussi. C'est déjà pas mal. Bon, bah écoute, belle aventure. Autre chose à ajouter? Non? Par rapport à toutes les propositions pour un astronome amateur en fait. Ouais, on peut le dire, là on a parlé des immersions, mais ce qui fait que nous on a notre patte aujourd'hui, c'est notre laboratoire d'astrophysique des Baronnies, et donc en fait essayer de pousser un petit peu les sciences participatives. Ouais. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on a une formation soit photométrie, soit spectrométrie. On va d'un côté spectrométrie en collaboration avec Cheillac, Olivier Garde et toute la clique. Justement, ils doivent venir nous voir prochainement aussi pour ça, et en fait l'idée c'est de pouvoir proposer à des gens hébergement, repas, la totale une semaine, et en même temps c'est spectro une semaine. Ouais. Voilà, quelque chose de largement faisable. Et puis la photométrie, évidemment, moi je suis contact français du projet ExoClock, qui est un projet de science participative à l'européenne, dont le but c'est de viser des exoplanètes qui passent devant leur étoile et faire ça avec tous les amateurs. Il faut le savoir, c'est 80% des amateurs qui fournissent des données au projet aujourd'hui en Europe. Et là, c'est de faire de la spectro, de l'évolution. De la photométrie. Non, alors pardon, la baisse de luminosité de l'étoile. D'accord. Donc c'est la méthode des transits, de détection des exoplanètes, et sortir un maximum de courbes pour avoir les mesures les plus fines possibles en fait, sur la taille de la planète, et éventuellement des propriétés d'atmosphère, etc. Exactement. Alors depuis le sol, on n'aura pas les propriétés de l'atmosphère avec les amateurs, mais justement on sert le pré-projet donc, du satellite spatial Ariel qui va sortir de Terre en 2029 si tout se passe bien, et donc du coup on fabrique le catalogue d'Ariel avec les amateurs, donc c'est vraiment trop bien. Génial. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et puis on peut vous retrouver sur donc site internet. Oui, c'est obs-bp.com ou .net si vous voulez nous retrouver. Et puis on mettra le lien dans la description. Voilà, aucun souci. Merci beaucoup. Ok, nous sommes sur le stand de Obstec. Vous savez que le Chili est un des ciels les meilleurs du monde, puisque ça fait partie des objectifs de ce pays que de garder des zones de ciel étoilé. Bonjour. Donc Obstec, ce n'est pas la première fois que vous êtes présent ici au RCE. Qu'est-ce que vous proposez? De l'hébergement de télescope, c'est ça? C'est bien ça, de l'hébergement de télescope. C'est-à-dire que le client nous envoie son télescope, nous nous chargeons de l'installation, de fournir l'hébergement, ça inclut l'électricité, Internet au débit, afin que les personnes puissent observer de manière à distance. Ok, donc alors ça répond déjà à une première question hyper importante. On n'est pas obligé de venir au Chili pour installer un télescope au Chili. Non, la plupart des télescopes sont envoyés et nous nous chargeons de les installer. Certains clients préfèrent venir installer, mais c'est optionnel. Donc effectivement, parce que il n'y a rien, installer un télescope pour du remote. Alors après, je suppose que vous êtes, pour les personnes qui vous envoient des télescopes, c'est plutôt ça va être des lunettes à peau, des choses comme ça où il n'y a pas besoin de collimation. Oui. Des personnes qui vont vous envoyer des télescopes sur lesquels il y a un travail de collimation plus important, etc., viendront plus tôt. Ou vous le faites aussi, les prestations de collimation? Oui, bien évidemment. La collimation, le type de détecteur, on s'en occupe. D'accord, donc Obstec, on voit les images là ici, c'est quand même un site alors qu'en plein pays quasi désertique, c'est fabuleux, c'est magnifique. Vous hébergez combien de télescopes aujourd'hui? Aujourd'hui, 139. 139 télescopes. Et donc, vous avez à la fois des coupoles individuelles. Quelques télescopes pour leur coupole individuelle, mais la plupart sont dans des toits... Dans des toits coulissants. Coulissants. Ouais. Qui peuvent héberger 10 à 20 télescopes. 10 à 20 télescopes, d'accord. Les coupoles, là, à ce moment-là, elles appartiennent aux particuliers qui vous a livré l'instrument, ou elles vous appartiennent quand il s'agit d'une coupole avec un seul instrument? Je ne connais pas le détail. Bon, ok, c'est pas grave. Par contre, les toits vous appartiennent, mais
Voilà, après vous mettez à disposition une colonne et puis les accès en dessous, quoi. Exactement. Voilà. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Vous êtes situé à peu près où au Chili? Nous sommes situés du côté d'Ovalle. C'est légèrement au sud de l'observatoire astronomique de Gemini. De Gemini, donc on est dans la région de La Cillale, Tololos, Las Campañas, etc. C'est vraiment toute cette région-là. Exactement. Ok, il y a des possibilités aussi de venir chez vous pour un séjour d'astronomie, des choses comme ça? Pour l'instant, les possibilités sont relativement limitées du fait de l'hébergement. Oui. Mais l'an prochain, on devrait construire 6 chalets afin de pouvoir davantage héberger. D'accord. Bon, voilà, vous aurez toutes les informations. Vous avez un site internet, je suppose. Oui, bien sûr. Oui. Globalement, héberger un télescope, je suppose que le prix dépend en fait de la taille du télescope ou Évidemment, ça dépend de la taille au sol occupée. Voilà, c'est la taille au sol en fait. Donc c'est globalement toute l'envergure du télescope autour de lui. Exactement. C'est un petit peu ça. Et ça va de quel prix à quel prix à peu près? Donc, le prix standard pour un 400-500 mm ou 600 mm, ça va être d'environ 10 000 € par an. Ok. Pour une lunette plus compacte, à peu près grande comme ça, sur une petite monture harmonique, quelque chose comme ça? Je dois avouer que... Bon, c'est pas très grave. En fait, c'est vrai que ça peut faire peur ces prix-là. Par contre, le nombre de jours de ciel par an? On est aux environs de 310 nuits claires par an. Voilà, je crois qu'il va falloir aussi prévoir le temps de traiter toutes les images que l'on capture en faisant des prises de vue chez vous. Voilà, bah merci beaucoup. Vous avez un site internet, obstec.com, quelque chose du genre. Voilà, on mettra le lien dans la description et puis on vous souhaite bonne continuation. Merci bien. Optic Unterlinden, basé à Colmar, était présent donc pour ces rencontres ciel et espace. Optic Unterlinden, c'est le premier importateur de matériel astronomie en France. Parmi les marques vendues par Optic Unterlinden, vous avez la marque Kepler GSO. En fait, ce sont des télescopes faits par GSO à Taïwan, mais rebadgés Kepler par Optic Unterlinden. Kepler, en fait, est la marque de Optic Unterlinden. Et là, on a un télescope casse-grain sur une grande monture Skywatcher. Donc un setup, là par exemple, une EQ8RH, donc avec encodeur absolu, capable de porter 50 kg. Et donc là, un setup qui sera plutôt clairement orienté planétaire, nébuleuse planétaire et amas globulaire, entre autres. Donc un setup qui pourrait être assez intéressant. Parmi les marques vendues aussi par Optic Unterlinden, bien évidemment, Skywatcher avec tout un ensemble de différentes lunettes de différents diamètres et rapports focal sur diamètre. Avec là par exemple ici la fameuse 120 Esprit, un monstre. De l'autre côté, on retrouvera du Kepler en télescope casse-grain, mais aussi du Takahashi ou du télescope de chez Skywatcher chez les Maksutov. Donc là plutôt des instruments qui seront plutôt dédiés planétaires. On trouve ici les montures AM3 et AM5 de ZWO, montures harmoniques, avec les nouvelles lunettes qui sont des Ascar rebadgées par ZWO, donc la 65 et la 107 apochromatique. Un télescope Newton 200 Skywatcher sur une autre monture harmonique. Et ici les nouvelles montures harmoniques de chez Skywatcher avec des instruments de chez Takahashi. Optic Unterlinden, c'est aussi un partenariat historique avec Télévue, donc toute une gamme d'oculaires de chez Télévue, des filtres astronomiques et différentes autres marques et différents autres produits qui sont proposés aussi chez Optic Unterlinden. Tout un ensemble de télescopes plutôt débutants et nomades là ici, avec un Skywatcher StarQuest sur une monture équatoriale mais manuelle, non motorisée. Ici un télescope solaire, donc en l'occurrence une lunette H-alpha de chez Lunt, avec donc une monture SolarQuest de Skywatcher qui suit directement le soleil. Skywatcher avec une 80 ED sur une monture de type EQ6. Et là vraiment on a vraiment tout le panel là ici avec une Skywatcher Star Adventurer GTI et une petite lunette 72 ED. Donc là setup nomade par excellence. On a déjà testé cette monture sur la chaîne. Skywatcher 150p là sur une monture, ça doit être une EQ32 ça. Donc là un setup plutôt pour débuter, sachant qu'un 150p, si on le met par exemple sur une monture de type HEQ5 avec de l'autoguidage et tout ça, on peut faire de l'astrophoto de façon sérieuse. Un autre instrument aussi là avec une monture Fusion 120i, nouveau modèle de monture GoTo altazimutal proposé par Skywatcher. Bien évidemment Skywatcher, ce sont aussi des Dobson avec le 200p qui est vraiment
le best-seller, le grand classique, vraiment le télescope pour débuter en visuel. Mais aussi un petit télescope, ici GoTo, 150 mm. Donc ça peut être un moyen pour débuter. La petite difficulté, c'est qu'il faudra revérifier la collimation à chaque utilisation. On a un instrument très très compact une fois rangé. Optic Unterlinden, c'est bien évidemment un gros partenariat historique avec Takahashi, avec tout un ensemble de lunettes Takahashi dont la réputation n'est plus à faire. Et puis aussi les fameux Takahashi Epsilon, qui sont des astrographes donc très rapides, qui permettent de faire de l'astrophoto de façon rapide et avec des très très bons résultats. Donc là on est vraiment sur des instruments haut de gamme. Et puis Optic Unterlinden avec ZWO, c'est aussi le fameux Seastar S50 et bientôt le S30. Et toutes les caméras et les asières de chez Zeiss. Donc là tous les différents équipements, les roues à filtre, les asières, les caméras planétaires, le C1 qui est le nouveau rotateur de champ qui permet donc de tourner la caméra et de choisir notre cadrage. Et puis aussi voilà, la caméra, la nouvelle 2006 MC R, donc qui fait 2006 MC Duo avec caméra de guidage et aussi avec l'asière carrément intégrée dans la caméra. Vous avez aussi le diviseur optique et vous avez ici des correcteurs de champ Takahashi et des oculaires qui vont avec les lunettes de chez Takahashi. Et voilà le petit Seastar S30 qui est en train d'arriver en France. Donc plus petite focale mais carrément 2 focales et qui permet de faire des petites choses déjà très très intéressantes pour un tarif vraiment abordable. Ça peut être une option à Noël pour les débutants. Et à l'heure de boucler cet épisode, nous apprenons que Skywatcher va sortir une lunette H-alpha de 70 mm de diamètre. Alors on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant, mais bon, les premières images laissent à penser qu'il ne s'agit pas ni d'un étalon en entrée, ni d'un étalon en sortie, mais un étalon en sortie, en position intermédiaire, un peu finalement comme les Lunt. Alors après, à savoir est-ce que ce sera un étalon tilté ou un étalon un peu de type pressure tuner, on pencherait peut-être plutôt vers la première solution, mais c'est une très bonne nouvelle puisque nous avons appris il y a quelques mois la clé sous la porte de Coronado. Donc finalement, ça donne une nouvelle alternative d'instruments H-alpha qui, nous l'espérons, sera tout à fait abordable. Voilà, donc je vous tiendrai informé dès que j'aurai plus d'informations à l'avenir. Ok, les rencontres ciel et espace, c'est aussi des conférences et aussi des personnes qui sont des professionnels de l'astro, mais qui n'ont pas forcément de stand. Et je recroise Jonathan Cobbs. Jonathan, tu as fondé, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît quand même. Tu as fondé OVNI Night Vision, entreprise française qui commercialise. Alors ici on a l'OVNI M, exactement. Alors déjà OVNI, c'est important de le signaler. Voilà. Oculaire de vision nocturne intensificateur, OVNI. Donc c'est un oculaire qui va permettre d'amplifier la lumière, à la fois dans le domaine du visible, dans le domaine de l'infrarouge et dans le domaine de l'ultraviolet. Donc on a ces 3 longueurs d'onde qui seront amplifiées. L'ultraviolet également. Exactement. Donc très intéressant. Pourquoi? Parce que les nébuleuses en hydrogène H-alpha, par exemple, l'œil est extrêmement peu sensible là-dedans. Globalement, 4 à 5 fois moins sensible que dans le verre, à peu près. Oui, d'autant plus que l'œil est sensible entre 400 et 700 nanomètres. Voilà. Et qu'après, on va avoir des détails en infrarouge qu'on ne verrait pas. Alors, dans l'infrarouge, oui, mais dans le 656 nanomètres du rouge des nébuleuses, tout à fait, on est déjà très peu sensible. Très peu. Avec un OVNI, donc l'OVNI intensificateur, donc on va amplifier les photons avec un tube spécial, c'est ça? Exactement. Et puis si on veut faire du H-alpha par exemple, on va mettre un filtre H-alpha à l'avant pour pouvoir justement amplifier pour ne voir que le H-alpha en fait et ne pas être voilé par le reste. Tout à fait, tout à fait. Alors chose extraordinaire, j'avais fait les tests avec un OVNI à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran. On avait juste mis l'iPhone qui pourtant en mode vidéo n'est pas extraordinaire. On avait mis l'iPhone sur un support sur un OVNI et je vous propose de continuer cette interview en vous montrant les images. Vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Donc il y a 2 modèles d'OVNI que tu proposes, l'OVNI M et l'OVNI B, c'est ça? Tout à fait. M étant monoculaire et B étant pour binoculaire. Alors classiquement, on a l'habitude d'observer avec un seul œil. Oui. Effectivement, les 2 yeux sont très intéressants pour pouvoir à la fois grossir l'image quand on observe. On a cette sensation de 3D qu'on n'aurait pas avec un seul œil. Et puis les 2 yeux, c'est moins fatigant. 2 yeux, on fait la constatation, quand on a une bino pour observer les planètes, on fatigue un petit peu moins qu'avec un monoculaire. Donc vraiment la bino est plus, j'ai envie de dire, plus adaptée à ceux qui vont vouloir faire du visuel. Et l'OVNI M est peut-être plus adapté à ceux qui veulent faire de la photo grâce à l'OVNI Camera Adapter, qui est un accessoire qu'on peut mettre dessus pour adapter sur une caméra, un appareil photo et faire des photos de différentes qualités.
ou bien pour le public? Le public, le problème de la Bino, c'est qu'il faudrait tout régler par chaque écartement d'œil et tout. C'était trop compliqué. Dans la mono, pour moi, pour le public, c'est quand même un peu mieux. Tout à fait. Alors Lionel est un utilisateur qui a un OVNI B, qui est allé au Chili d'ailleurs il y a 2 mois de ça, 3 mois à peu près. C'était en mai, un petit peu plus, ça passe. Avec son OVNI, c'était en mai, ça va vite, ça va vite. Il faudra y retourner d'ailleurs. Ouais, prévoir, certainement, parce que pour notre partie du ciel ou quoi. Tout à fait. Voilà, donc ces produits OVNI vont pouvoir être intéressants. On peut en fait les mettre soit sur un télescope, et donc bénéficier de la pleine focale du télescope, et en fait l'oculaire est intégré à l'OVNI. Exactement. Soit on peut mettre, en fait il y a plusieurs possibilités d'adaptation pour pouvoir avoir plusieurs focales devant l'OVNI, jusqu'à un grossissement de 1 fois. Exactement. Alors on a 3 façons d'utiliser, c'est le mode au foyer. Comme un oculaire classique, on prend son OVNI et on le met dans le porte-oculaire du télescope. Ça c'est la base. Ensuite, si on veut pouvoir grossir, on va mettre des Barlow, des PowerMate, différents types d'instruments. Et puis si on veut réduire l'image, donc avoir un champ beaucoup plus grand pour les nébuleuses par exemple, il y a 2 méthodes, c'est soit mettre un réducteur de focale devant l'OVNI, ou alors on a la méthode afocale qui consiste à intercaler un oculaire de longue focale entre l'OVNI et le télescope. Classiquement, je recommande le Télévue 55 mm qui se transforme en 67 mm, donc c'est vraiment une très très longue focale. Et avec ça, on peut avoir un champ extrêmement immense pour observer les nébuleuses telles que North America, telles que la California par exemple, différentes nébuleuses qui sont vraiment très grandes. Et c'est très intéressant de penser qu'avec un OVNI, finalement, on peut couvrir tous les objets et tous les grossissements. Moi, je trouve le grossissement de 1 fois ou 2 fois et de se balader simplement comme ça et de regarder, de voir des nébuleuses comme la trompe d'éléphant, l'Amérique du Nord, etc. De les voir alors que d'habitude on ne les voit pas comme ça, c'est assez extraordinaire comme rendu. Et alors, uniquement en le tenant de cette façon-là et en observant. Alors au niveau de l'OVNI, ces 2 modèles sont proposés typiquement par exemple pour des clubs idéalement ou des particuliers en fait. Tout à fait, et des professionnels également. On a toute une gamme de professionnels avec lesquels on travaille pour différents types de recherches, ce qui est SDA, donc Space Domain Awareness, donc la détection et le suivi des satellites et des débris spatiaux. Il y a également des professionnels qui vont vouloir observer les phénomènes au niveau des orages, les sprites, ces différents TLE. On peut voir les sprites avec ça? Tout à fait. On a d'ailleurs une photo qui a été présentée durant la conférence. On travaille avec un laboratoire aux États-Unis qui justement utilise des OVNI pour tout ce qui est phénomènes atmosphériques. Voilà, il n'y a vraiment pas de limite en soi. On peut le faire pour tous les usages, pour tous les télescopes et pour tous les astronomes. Il ne faut pas se limiter. Ok, comment est-ce qu'on peut te contacter? Tu as un site internet en fait. Tout à fait, alors il y a le site internet donc www.ovni-nightvision.com et également par email pour me contacter directement, c'est joko, J-O-K-O, @ovni-nightvision.com. On a aussi une page Facebook, on a aussi un blog directement sur le site. On va mettre tout ça dans la description. D'accord, très bien. Et puis on a également le groupe Facebook qui réunit aujourd'hui à peu près un peu plus de 600 membres. Et voilà, il y a différentes méthodes. On a également une page Instagram, donc différents moyens de communication, mais ne pas hésiter en tout cas à me contacter directement par email. Ok, merci beaucoup Jonathan. Merci à toi. Bonne continuation à toi. Et puis voilà, j'ai déjà essayé. Moi, je suis vraiment plus astrophoto. J'ai déjà essayé. C'est vrai qu'il faut avoir vu là-dedans. Il y a un wow effect à donner une religieuse sous les étoiles. C'est hallucinant. Merci à tous. Au revoir. Ok, alors maintenant nous sommes au stand de Pierrot Astro avec Pierre Franquet. Bonjour Pierre. Bonjour, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va. Il paraît qu'il ne faut pas se tutoyer parce que ça choque les gens, parce qu'on se dit qu'on est de mèche. C'est ça. Voilà, comment allez-vous très cher? Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, notamment, presque en avant-première française, la Wave 100i de Skywatcher. Oui, la nouvelle petite bombe de Skywatcher. Donc une monture qui fait un petit peu moins de 5 kg, 4 kg 7, quelque chose comme ça. 4 kg 7. Ouais. Donc ce qu'on appelle une monture harmonique. Donc on a une boîte de vitesse, une boîte de réduction harmonique. Voilà. Donc on va avoir quelque chose comme 300 pour 1 de réduction en un seul étage de réduction. 300 pour 1 sur celle-là? Ouais. Ah la vache, c'est énorme. Ouais. Oui, c'est sympa. Donc ton moteur il va faire 300 tours pendant que ta monture elle va en faire un seul. Voilà. Ce qui va permettre après derrière d'avoir un truc très très smooth et énormément de couple. Oui. Alors, cette monture a une spécificité. Elle a 2 spécificités intéressantes, tu me corriges si je me trompe. Elle a 2 queues d'aronde, ça c'est quand même assez intéressant et original, c'est la seule sur le marché, non?
Alors on a d'autres montures avec 2 queues d'aronde, mais c'est pas des harmoniques. Mais pas en harmonique. Pas en harmonique, voilà, tout à fait. Et celle-ci, tu as une queue d'aronde supplémentaire qui est fournie dans la boîte, qui n'est pas vissée d'origine. Tu peux mettre une barre de contrepoids si tu veux. Donc la queue d'aronde pour la barre de contrepoids est livrée avec. Alors là, elle n'y est pas, la barre de contrepoids. Soit tu visses la barre de contrepoids, soit tu mets la queue d'aronde. Oui, c'est l'une ou l'autre. C'est ça, c'est l'une ou l'autre, et aussi, on peut utiliser la hand control, la raquette de commande SynScan. Comme toutes les montures Skywatcher, en fait, tu viens mettre ici dans le CTRL, là, c'est du RJ45 en fait, comme sur toutes les montures Skywatcher. Oui, c'est une prise. Voilà. C'est compatible aussi EQ Direct, c'est compatible avec les Wi-Fi. En fait, globalement, ce qui était très intéressant sur cette monture, comme sur la Wave 150 qu'on verra plus tard, c'est qu'on reste dans le microcosme Skywatcher. Ça veut dire que les pilotes fonctionnent, la raquette fonctionne. Si tu as déjà une raquette de EQ6 et que tu veux un petit setup transportable, tu vas pouvoir partir avec sous le bras et utiliser ta raquette, utiliser des accessoires que tu as déjà de chez Skywatcher. Et si tu es habitué un petit peu au pilote, comment driver la monture avec ton ordinateur, ton Mac ou quoi que ce soit, et ben, tu vas pouvoir le faire de la même façon sans vraiment perturber tes habitudes. Ça c'est pas mal, avec 2 lunettes 62 ED Volux, 82 ED Volux. Oui, alors comme on a testé la 62 ensemble. C'est ça. Alors comme on a, si tu veux, oui c'est vrai qu'on avait envoyé une 62. On avait fait un épisode ensemble qu'on avait testé. C'est vrai. Et effectivement, là on a voulu la mettre en mode Altaz. Pourquoi? Pour voir qu'effectivement, ces petites montures-là, qui sont quand même très performantes, elles supportent une capacité de charge relativement importante. Celle-ci, sans contrebalancement, supporte 10 kg. Ouais. Alors quand on dit supporte 10 kg, c'est de charge utile donc d'un seul côté. Ça veut dire que tu pourrais mettre 10 kg de chaque côté quand même. Ça commence à être intéressant. Tu vois. 20 kg sans contrepoids ou 10 kg sans contrepoids. Ouais, c'est ça. 15 kg sans contrepoids d'un côté avec un contrepoids de l'autre. Ou alors 10 et 10. Ça, c'est quand même ça commence à être sympa quand même. Donc on peut mettre un setup ciel profond. De l'autre côté, un Maxutov par exemple. C'est ça. Ça peut être assez intéressant d'avoir un truc polyvalent. Un petit Newton. Tu es par exemple dans une association, on veut regarder la planète et puis après on veut faire un peu de ciel profond. On ne va pas tout le temps changer l'instrument. On n'a pas 15 montures sur le parc. Et ben on a une petite monture pour le visuel qui est dédiée à ça. Et on va pointer tous les objets avec 2 instruments, avec 2 focales différentes et s'amuser vraiment toute la soirée à faire un petit peu tous les types d'objets. Donc cette monture, on peut l'utiliser aussi en équatorial et on peut la piloter par un Azir. C'est essentiellement une monture équatoriale à la base et elle a un mode alt-azimutal un petit peu comme ce qu'on avait sur la Z2Q6 en beaucoup plus gros ou la Z2Q5 mais on est sur quelque chose ici qui est beaucoup plus là trapu. Sur le direct de la Z2Q5 en fait, une correspondance un peu sur la Z2Q5. Par exemple, mais honnêtement mieux. On est clair. Bon, on va passer sur la monture suivante et on est maintenant avec sa grande sœur, la 150i. Voilà, alors elle ne se contente pas d'être simplement la version un petit peu au stéroïde de la 100i. Là, pour le coup, tu verras, tu n'as pas de mode Altaz. Ouais. On peut l'utiliser en Altaz, mais avec un contrepoids, tu n'as pas la deuxième queue d'aronde. Oui. Tu vois, voilà. Et pareil, après, on est sur une double harmonique. Donc, il n'y a pas de souci, à la fois en deck et en ascension droite. Donc, même capacité. Alors, la monture, elle est un petit peu plus lourde. Mais pas tant que ça, on est dans les 6-7 kg. Et elle a, là, cette fois-ci, une capacité de 15 kg sans contrepoids. Voilà, on monte à 20-22 avec des contrepoids. Et avec un trépied. Alors, tu as un trépied carbone. Ce qui est intéressant chez Skywatcher, c'est qu'ils ont voulu conserver une compatibilité ascendante. C'est-à-dire que si tu avais déjà une EQ6, une AZ-EQ6, une EQ6 d'il y a très longtemps, eh bien, tu vas pouvoir garder ton trépied, mettre une barre ici, une barre colonne en fait, une colonne d'adaptation. Oui, pourquoi? Parce que le seul petit entre guillemets défaut qu'on pourrait donner à ces montures, c'est qu'elles sont tellement petites que dès qu'on va commencer à descendre un petit peu, on va pointer le zénith, on risque de taper. Si c'est un télescope un petit peu long, on va taper. Donc du coup, c'est très intéressant d'avoir ici la petite colonne. Ça permet d'éviter d'aller taper le trépied. Et en fait, tu as soit la colonne comme ceci qui va avec le trépied pour la wave, soit une colonne spécifique qui te permet de l'adapter directement à ton trépied Skywatcher de Q6. Voilà, donc c'est super. Ils ont vraiment pensé à tout. Et de la même façon, tu vas pouvoir en Wi-Fi prendre la main sur la monture. Avec ici les connecteurs, tu as un connecteur USB, tu as le port raquette de la même façon. Et encore une fois, on conserve tout le microcosme Skywatcher. La question qui va aller avec ça, c'est que toi, tu as quand même une expertise reconnue sur le test des montures, sur la mesure de la fiabilité des montures, etc. Du coup, ces 2 montures-là, tu les as testées sur banc, etc. Tu as essayé de regarder un petit peu ce qu'elles donnaient factuellement dans les faits d'utilisation. On est vraiment dans l'archétype de la monture harmonique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des périodes bien sinusoïdales, vraiment très typiques de ces montures-là, voilà, de façon très régulière. On très a assez propre, peu très douce. Ouais.
C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que contrairement aux montures où tu as plusieurs étages de réduction, là tu n'en as qu'un seul. Donc typiquement, tu as vraiment une période très visible, il n'y a pas de doute. Hein, voilà. Tu vois vraiment l'amplitude. Pas tant que ça d'ailleurs, par rapport aux premières AM5 qu'on avait vues par exemple, c'est déjà meilleur qu'une AM5 de base. Voilà. C'est plutôt équivalent aux AM5N, les nouvelles qu'on a de. Donc la AM5N a aussi dans sa qualité de courbe, etc. Donc on va aller la voir, elle est à côté. Elle a aussi une amélioration par rapport à la M5 de base. Alors, pourquoi? Parce que c'est intéressant les harmoniques dans le sens où tu n'as pas énormément de fréquences qui se surimposent. Voilà, avec, on pourrait dire du parasite du bruit. Voilà, tu en as beaucoup moins que sur une monture normale comme une AZ2Q6 justement. Par contre, le souci c'est que souvent elles ont tendance à avoir des amplitudes assez importantes. Donc sans guidage, ça devient compliqué. Voilà. Alors guidage dans tous les cas. Et même en plein éther, on est obligé de guider parce que la planète va se barrer. Tu vas la voir bouger, tout à fait. Donc, et ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant qu'ils aient fait un effort pour réduire cette amplitude. Voilà. Et elle est très raisonnable, hein. On n'est pas sur quelque chose de trop considérable. On va aller voir la Zuo. Alors je vais passer derrière la caméra pour que tu nous présentes vraiment les petites évolutions de la M5N. C'est la première fois qu'on la voit physiquement en France. Alors quelles sont les petites nouveautés? Alors au niveau des nouveautés, ça va être un petit peu de l'ordre du cosmétique. Ils ont amélioré par-ci par-là. Tu vas avoir pas mal de petites différences. Pour les gens qui ont une AM5, on va dire que s'ils l'ont à la maison, ils vont voir quelques différences majeures, on va dire, mais vraiment de l'ordre du cosmétique, des petites améliorations en termes d'ergonomie. Voilà. Et après, c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe, avec une motorisation qui fait que l'amplitude a été quasiment divisée par 2. Voilà, par rapport à sa grande sœur. C'est quand même sacrément donc c'est très intéressant. Alors dans les petites choses que j'ai vues, petit connecteur ici, petit connecteur ici. Voilà, c'est ça. Ils apportent un petit peu en ergonomie. Ils ont ici, ils ont amélioré un petit peu la platine. Bon, au niveau des vis, ça change un peu. Le look and feel général, ils ont un tout petit peu modifié. Après, le dessin, le logo, ça c'est le même. Il n'y a pas de souci. Disons que c'est une évolution naturelle. C'est un petit peu à chaque fois. Il y avait sur le côté une sortie avant 12 volts. En fait, elle a été redéportée ici. Ouais, tout à fait. Donc, on vient alimenter la monture, mais on ressort du 12 volts pour pouvoir alimenter la suite si on le voulait. C'est ce qu'ils appellent du cable management en fait. Exactement. Ça permet d'éviter d'avoir des câbles un petit peu partout. Voilà. Le port USB qu'il y a là, c'est un port USB qui permet de commander la monture? À mon avis, oui. Tu puisses avoir un ASIR ici que tu as alimenté par la sortie là, et puis tu vas recommander ta monture comme ça par USB-C peut-être. Mais par contre, c'est la qualité de suivi et l'amplitude qui m'intéresse personnellement, voilà, ça va être plutôt les évolutions mécaniques en fait. Alors une des questions importantes avec ces montures harmoniques, c'est que la monture a tellement d'absence de jeu que quand ça va commencer à vibrer, quand il va y avoir du vent, des choses comme ça, les choses vont se passer différemment. J'ai un peu cette impression que quelque part, on va peut-être risquer d'osciller différemment. C'est plus interne à la monture finalement que ça va isoler l'oscillation, mais c'est plutôt le trépied qui va prendre. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors, comme je te disais, effectivement, pour moi, c'est plus un problème de qualité intrinsèque du trépied. Et sa capacité, en fait, tu as deux possibilités pour un trépied. Soit il vient amortir tes vibrations, d'accord, c'est ce qu'on appelle le damping en anglais, c'est-à-dire que je vais utiliser d'un matériau noble comme le bois, dont je sais qu'il va amortir progressivement les vibrations, soit alors de l'acier, qui va avoir tendance à les répercuter, à faire une espèce d'aller-retour, soit alors, comme celui-ci, un trépied carbone, qui lui va les amortir, mais pas totalement, et être un petit peu flex. Voilà. Il y avoir un peu on n'a pas quelque chose de rock solide comme on aurait sur un trépied bois. Sur une lunette comme ça, il y a peu de prise au vent, etc. On n'a pas trop la problématique. Mais sur des plus gros instruments, là, il va falloir réfléchir à la bonne solution. Alors comme je te disais, quand on est dans l'hyper transportable, les trépieds carbone comme ça, c'est incroyable. C'est super parce que ça se porte sur le bras, c'est ultra léger. Voilà. Et ça fait très bien le boulot, tu vois, tu n'es pas obligé de sortir les pieds, tu n'es pas obligé de monter la monture. C'est vrai que là, tu as une prise au vent qui va être assez considérable, mais si tu la laisses en super baissé pour la photographie, ça ne bouge pas. Après, effectivement, si tu prends un trépied bois vers le bac, ça va marcher beaucoup mieux. Je crois qu'on va essayer. Mais moi, c'est plutôt sur mon télescope solaire où je réfléchis à la gestion du vent en pleine journée, où là, le vent va commencer à se lever, il va y avoir du thermique, il va y avoir des machins. Et là, il faut gérer les vibrations d'une manière ou d'une autre. Donc il y a le trépied Barlebac EQ8 qui aujourd'hui ne me sert plus et que j'avais pris chez toi, que je vais recycler, je pense, carrément pour mettre mon AM3. Alors ça fait bizarre comme ça, mais mon AM3 et mon télescope solaire dessus. Alors à titre d'information, pour les Barlebac par exemple, on peut fournir juste la tête, ce qui te permet de rétrofiter ton trépied EQ8 ou AZ EQ6, etc. en trépied pour AM5. Et à ce moment-là, tu as la platine qui va bien pour venir mettre ta colonne dessus et rétrofiter. Et là, effectivement, c'est tout l'intérêt. On a beaucoup de platines adaptatrices maintenant qui
permettre d'adapter telle monture sur tel trépied. En disant, ben voilà, ça c'est très bien, c'est hyper transportable, mais j'aimerais bien utiliser aussi le super gros trépied bois, le super trépied acier, etc. Bien costaud, bien posé, et avoir quelque chose au moins à la maison, parce qu'on ne va peut-être pas se transporter avec tout ça, quelque chose de vraiment hyper solide. Et ça, on sait toujours faire, il n'y a aucune différence après. Donc là, on a un télescope qui me semble nouveau. C'est assez nouveau celui-là? Alors en Goto, là Oui, c'est du nouveau avec du vieux. Du nouveau avec du vieux, parce que le tube FlexTube 150, on le connaît. Le FlexTube, on l'avait déjà, ça fait quelques années maintenant. Ça fait quelques années. 3-4 ans. Hein, voilà. Alors, j'aimerais déjà avoir ton avis, parce que c'est vraiment la question qui vient direct quand on voit ce type d'instrument. La tenue de la collimation. Et le fait de le replier, le déplier, etc. Et il faut refaire la collimation à chaque fois. Est-ce qu'on arrive à un truc qui revient quand même pas mal si on pousse les tubes bien à fond? Oui, à partir du moment où tu le remets bien à fond, tu vas avoir la même conformation, on va dire, mécanique d'une fois sur l'autre. Simplement, comme tous les newtons, ça se sont dit systématiquement, je l'ai transporté, je le recollimate. Alors ça ne va pas être tout à refaire, hein, mais une petite flexion de clé par-ci, un petit ajustage par-là. Nous, ce qu'on va vous recommander, c'est de mettre un laser. Et en 5 minutes, je refais ma collimation. Ça va bouger. Si tu veux, le point du laser, tu vas l'avoir à 5 mm. C'est pour ça que moi, je ne le vois pas tant que ça pour un enfant, en fait, à cause de cette raison-là. Alors, le truc, c'est aussi le prix. Oui. J'ai envie de regarder le ciel avec mon enfant. Est-ce que je vais acheter quelque chose à 3, 4, 5 000 euros? Ça, ce qui est très intéressant, alors, soit lui, soit celui qui est juste en dessous, le Seastar. On peut en parler aussi du Seastar. Voilà, on est sur des solutions qui permettent de dire à une famille qui a envie de commencer l'astronomie, j'ai un petit budget, on est dans les 500-600 euros à chaque fois, j'aimerais bien voir le ciel, donc là c'est du full visuel, ou pouvoir commencer à voir les objets qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Un peu plus photo. Voilà, un petit peu plus photo. Il y en a qui s'amusent bien avec ces choses-là quand même. On peut aller, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que ça commence très bas en termes de qualité entre guillemets perçue, mais on peut aller très haut. Il y a des gens qui font des photos effectivement publiables. Qui mettent ça sur des wedges équatoriales, c'est hallucinant ce qu'ils arrivent à faire. Oui, il n'y a pas de limite. Et puis il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont en train de sortir. Les dernières firmware du Seastar vous permet de faire des mosaïques. On avait un petit souci, c'est que certains voulaient faire des très grands objets comme M31, on ne pouvait pas. Donc effectivement, le fait d'avoir un nouveau firmware qui permet de faire de la mosaïque quasiment automatisée, c'est rigolo. Voilà. C'est quand même franchement pas mal. Oui, c'est pas mal, ça tient dans la poche entre guillemets. On va se dire, voilà, c'est pas forcément notre façon de pratiquer l'astronomie. C'est deux astronomies totalement différentes. Deux astronomies totalement différentes. Pour bien débuter, c'est très sympa. C'est le smartphone. C'est ça. De l'astronomie quand on faisait de la photo argentique. C'est ça, on ne citera pas de marque, mais c'est l'équivalent des premières tablettes qu'on a pu avoir et qui étaient vraiment super en informatique. C'est intéressant. C'est la même chose pour l'astro. Et donc là, on sort ça en version GoTo. Oui. Alors, ça se commande à la raquette, ça se commande avec un smartphone. Qu'est-ce qu'il va y avoir de la même façon, pareil. Alors, on est vraiment dans la famille Skywatcher, donc avec toujours la même philosophie. Wi-Fi, possibilité de brancher une raquette. Ici, on a un petit logement pour mettre des piles. Ok. Donc, ce que personnellement, je ne recommande pas parce que j'aime pas trop les piles. Hein. Et puis, on n'a pas trop le droit aux piles rechargeables parce que c'est pas le même voltage, etc. Donc, bref. Mais on a ici un connecteur d'alimentation 12 volts. On peut se mettre sur une petite batterie. Et donc, on va faire de l'alignement 3 étoiles au départ et après, derrière, on les jeunesse. Ouais. Et alors, on le fait en Wi-Fi avec son smartphone ou sa tablette. De la même façon. Donc, c'est très simple. Avec l'application SynScan, j'ai déjà fait les tutos. Et avec la même application SynScan, on va se brancher là-dessus. On va pouvoir aller commander une Wave 150. On va pouvoir commander une qubit avec module Wi-Fi. On en fait toute la famille Skywatcher. Voilà. Et ça, c'est quand même très agréable. Tu as des bons retours d'utilisateurs? Là, il vient d'arriver celui-là? Non, ça fait quand même au moins 6 mois qu'on en a. D'accord. Ouais. Ça, c'est pas la grosse news. Okay. Mais par contre, on l'a mis en avant parce que quand les gens viennent en me disant on voudrait commencer l'astronomie, on veut pas mettre 10 000 euros, on voudrait voir un petit peu quelque chose, on aimerait bien que ça fonctionne, on n'a pas envie de galérer à chercher les objets. C'est vrai que là, on coche un petit peu toutes les cases. C'est très facile à transporter. On reste dans le visuel. Là, on perd un petit peu le côté magique du visuel, si tu veux, dans le Seastar. Je suis d'accord. Et on a quelque chose qui est hyper autonome. Le GoTo, chez Skywatcher, encore une fois, c'est toujours le même, donc il fonctionne. Voilà. C'est pas le meilleur GoTo du monde, mais il fait vraiment le boulot. Donc on pointe les objets, on fait une petite resynchronisation du ciel et on est bon. Voilà. Une petite collimation et voilà. Et franchement, c'est pas méchant. Voilà. Bon, bah Pierrot Astro, on peut trouver sur internet. Essentiellement, et ou par puis téléphone, aussi la par boutique mail. à Béziers, et téléphone et par mail. Tout à fait. Voilà, bah merci beaucoup Pierre. Avec plaisir Christophe. Ok, nous sommes au stand de Planète Science avec Sébastien. Vous êtes présent à chaque édition des RCE depuis des années. On essaye. Alors Planète Science, j'étais tombé, je ne sais plus dans quelle ville, sur un Planète Science comme ça, en me baladant dans la rue. Mais alors Planète Science, c'est quoi? Alors c'est une association nationale du coup, donc on est partout en France. Alors on a des délégations, donc il y a des endroits où on est quand même plus présent que d'autres. Donc en Ile-de-France, on est très présent. En Occitanie, on est très présent.
On a aussi un peu les Hauts-de-France et la Méditerranée, voilà, donc Nice, Marseille, tout ça. On n'a malheureusement pas encore de zone en Bretagne, par exemple. D'accord. Voilà. Donc là, c'est l'endroit où on pêche un peu. Et du coup, notre but, c'est d'aller emmener les sciences aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes dans lors d'événements grand public comme aujourd'hui. Voilà. Donc, par le biais d'une association, et vous avez des locaux ou quasiment des devantures de magasins dans certaines villes. Alors, des locaux surtout. Et en fait, les bureaux du national sont à Évry. Okay. Moi, je bosse principalement pour le bureau national, donc c'est celui que je connais le mieux. Okay. Après, sinon, effectivement, on a des bureaux un peu partout pour les délégations. Alors, pour celui d'Île-de-France, je ne sais plus exactement où ils sont. Je crois que j'en avais trouvé un à La Roche-sur-Yon. Je crois que c'était celui-là sur lequel j'étais tombé. Ça fait plaisir de tomber sur un truc de science. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez des petits globes, etc., donc de la vulgarisation scientifique à travers ça? Oui, alors là, on ne fait pas forcément de la vulgarisation sur le stand, mais en tout cas, on essaye de parler de tous nos événements, du coup, de tout ce qu'on organise pour essayer d'attirer les personnes en fonction de ce qui les intéresse le plus. On essaye surtout de parler un peu, par exemple, aux enseignants, parce qu'on s'adresse beaucoup aux écoles, où on vient faire des ateliers sur des thèmes astronomiques, mais pas que. Voilà. Ok, mais concrètement dans les associations, là par contre, vous faites des journées portes ouvertes avec des accueils des jeunes, des interventions en milieu scolaire, des choses comme ça? C'est ça, alors plutôt intervention milieu scolaire, centre de loisirs. On a quelques journées portes ouvertes, parce qu'on a un Fab Lab à Évry. On a des ateliers avec certaines villes aussi. À côté. On a par exemple du coup un camp d'astronomie d'été dans le sud de la France, donc là c'est une fois par an. Okay. Et après sinon en fonction des secteurs d'activité, on va avoir par exemple la Coupe de France de robotique, ça c'est Planète Science. On a le C-Space. C'est Planète Science qui organise ça? Oui, depuis donc toujours. Donc les écoles d'ingénieurs qui faisaient le championnat de France de robotique, c'était en fait Planète Science qui organisait le truc. Mais voilà, et c'est toujours le cas. Ah la vache, ah ouais, ok. Et alors des fois on aide à la Coupe de France. Comme quoi on découvre des choses 20 ans après. Aussi. Et puis il y a le C-Space qui est très connu aussi. Donc là c'est campagne de lancement de fusées. Donc les fusées expérimentales. Là on parle de fusées expérimentales, voilà. C'est pas des fusées à eau, c'est vraiment des trucs qui vont très haut. Là il y a une expérience. Quelle altitude avec ça? Alors là, bonne question. Tu sais toi? Non. L'altitude? Alors c'est entre 1 et les plus gros jusqu'à 10 km, mais la moyenne c'est 5-6 km. D'accord, donc en fait là... Ça dépend des propulsions qu'on utilise. Et il faut être sur une base militaire pour faire ça. Voilà, et avec une autorisation de c'est ça, de la DG, c'est quoi, DGAC? C'est ça pour avoir une autorisation de tir? Général, civile, absolument. D'accord. Et militaire, parce qu'on est sur le terrain militaire. Est-ce que vous faites des tirs de ballons, ballons d'hélium Oui, alors ça c'est avec le CNES du coup. C'est le CNES du coup qui encadre ça de très près. Et on a des endroits du coup en France, effectivement, où on peut lancer certains ballons. Alors de différentes tailles, mais on est sur des nacelles qui sont à peu près grandes comme ça. Voilà. Avec des petites expériences, des fois il y a une petite caméra dedans, on peut analyser l'atmosphère, regarder la température, ce genre de choses. Et du coup, c'est les jeunes qui conçoivent la nacelle. Et qui décident de ce qu'ils mettent dedans. C'est ça, exactement. Et après la nacelle, ça retombe par parachute? Oui. C'est ça? C'est ça. Alors c'est très léger, hein. En plus c'est une boîte de polyester, tout ça. Il y a un petit, il y a un petit tracker GPS dedans. Plus c'est la télémétrie, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer en analogique ou numérique des données en continu. D'accord, et donc en fait, là vous pointez une antenne, une petite antenne radar. C'est ça. Malheureusement, c'est pas pour tout le trajet, c'est seulement la montée. La descente après elle est hors vision, donc là on n'a plus de communication. Oui, parce que vous visez le ballon, mais quand le ballon a pété, on ne sait plus où il est. D'accord. Exactement. Donc, et vous faites des tirs régulièrement de ça? Alors là, je sais que c'est de moins en moins souvent quand même. Juste une précision, c'est qu'il y a un système de transmission de SMS pour géolocaliser le point de chute. Oui. Voilà. Oui. On a quand même un retour d'information. Pour aller chercher la nacelle, ne serait-ce pour arriver à essayer de la récupérer. Oui, mais pas de données malheureusement scientifiques par rapport à ça. Donc des beaux projets. Toi aussi, tu développes la NAFABox. Oui. Alors là, ça c'est à titre personnel, c'est pas dans le titre de Planète Science. C'est ça. Et donc là, la NAFABox, tu fais des mises à jour, etc. C'est ça, on est passé à la 24.04 de Ubuntu, du coup, donc en 2024, en avril, pour commencer à la faire fonctionner. Donc là, on est encore officiellement en 22.04 et dans le courant de l'année, je pense qu'on aura la version 24.04. On la maintient un jour, malheureusement, moi j'ai plus assez de temps pour, on va dire, essayer de la développer, du coup, et aller plus loin, etc. Mais bon, toujours pareil, si des gens sont intéressés. Toi, à titre perso, tu shootes avec?
Moi, à titre perso, j'ai pas souvent le temps de faire de l'astronomie. Ah, c'est peut-être le problème. C'est ça le problème. Mais en tout cas, j'ai des personnes qui l'utilisent et qui me renvoient des retours régulièrement. Donc il y a quand même des gens qui l'utilisent. Mais c'est pas le but premier en fait de NFAbox. Le but, c'est surtout de promouvoir les logiciels open source qui fonctionnent sous Linux de préférence. Et d'ailleurs, c'est la présentation que je vais faire aussi demain. Demain en fin de journée, je crois. C'est ça, ouais. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Donc Planète Science, on peut retrouver sur site internet éponyme. Oui, toutes les infos. Donc on met les liens dans la description. Et NAFAbox, on va mettre aussi un petit lien dans la description. Pas de souci. Voilà, pour ceux qui veulent plus faire connaissance. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Prima Luce Lab était présent donc aussi au CRCE. Prima Luce Lab, c'est une marque italienne qui propose des produits haut de gamme et en particulier des focuseurs. Donc si vous fabriquez vous-même votre propre télescope, ça peut être une solution aussi. Donc là ici vous avez les Ato 2 pouces qui est vraiment une belle pièce avec énormément de précision pour votre mise au point. On est sur vraiment des mises au point qui se chiffrent au micromètre. Avec là ici le low profile 2 pouces. Là vous avez l'Arco qui est la rotation de champ. Et vous avez ici eh bien, le Eagle qu'on a vu ensemble dans un épisode. Vous avez ici le Sesto Senso qui est le moteur de mise au point. Et là, des écrans à flat de tous les diamètres. Donc il y a pas mal de produits chez Prima Luce Lab, qui est une marque qui monte, qui propose des produits vraiment innovants et avec une qualité de fabrication et une qualité mécanique vraiment très très intéressante. Moi je vous recommande ça parce que j'ai celui-là, le 2 pouces sur l'observatoire. Et j'ai le 3,5 pouces aussi sur l'observatoire et franchement ça marche super bien, on est vraiment sur de la très haute qualité. Vous avez ici un exemple justement de tout ce que Prima Luce Lab va vous proposer pour un télescope. Donc ici vous avez le Eagle qui va gérer les alimentations et puis qui possède finalement un ordinateur intégré avec l'antenne Wi-Fi qui va bien. Le Eagle a une résistance mécanique qui va faire que l'on va pouvoir fixer les colliers directement sur le Eagle avec l'instrument qui va se retrouver ici. Vous pouvez remplacer carrément le moteur de mise au point et mettre un moteur de rotation de champ pour faire pivoter votre caméra en lieu et place des systèmes qui étaient présents à l'origine sur votre caméra. Avec une queue d'aronde, vous allez pouvoir mettre d'autres systèmes, par exemple, là, ici, un écran à flat motorisé. Donc par exemple pour une utilisation en remote, voilà la solution. Donc là vous avez le support de moteur d'écran à flat qui va venir se retourner et se refermer selon les besoins. Le Eagle permet de commander tous ces équipements et aussi les résistances chauffantes, etc., la régulation de température, de faire du pré-traitement, de faire du visuel assisté. Donc tout est finalement intégré autour de votre instrument et ensuite bien évidemment il y a votre monture, il y a en fait une grande alimentation à amener sur l'Eagle et puis on aura aussi bien évidemment la commande à ramener pour aller commander la monture et alimenter la monture. Mais tout se fera de façon complètement intégrée, de façon à avoir un setup finalement complètement automatisé, que ce soit en nomade, même si on est sur du setup un petit peu lourd, ou que ce soit carrément pour un poste fixe, un télescope à installer à terme en remote par exemple sur des sites d'hébergement de télescopes. Alors la marque QSI était présente aussi pour CRCE. Donc QSI, ce sont des caméras de qualité clairement beaucoup plus professionnelle que ce que l'on a l'habitude de voir, avec directement les roues à filtre et avec des électroniques et des systèmes de refroidissement beaucoup plus conséquents. QSI était à l'origine une marque américaine, mais qui a été rachetée, qui est désormais une marque anglaise, et les caméras sont assemblées notamment au Portugal. Donc ces caméras-là, vous pouvez certes les commander par internet sur le site internet de QSI, mais vous avez aussi des distributeurs en France, donc demandez à votre magasin qui pourra vous les proposer. Et on est sur des capteurs notamment qui sont des capteurs gradés, c'est-à-dire des capteurs qui ont ensuite été testés sur banc par Sony avec une qualité et notamment une garantie plus longue que de fonctionnement. Ce sont des caméras qui sont capables de travailler 24 heures sur 24, 365 jours par an. On est vraiment sur des gammes beaucoup plus professionnelles. Donc voilà pour ce qui était de QSI au RCE.